Et si à l'instant précis où votre cœur s'arrête, toute votre vie n'était qu'une illusion, si les empires, l'or et le pouvoir que vous aviez amassés n'étaient rien de plus qu'un décor de théâtre s'effondrant dans un silence assourdissant. Au sommet du plus haut gratte-ciel de la ville, Cassien, 65 ans, était le roi de ce monde de verre et d'acier. De son penthouse opulent, il observait un orage apocalyptique noyer la métropole qu'il avait mise à genoux. Chaque éclair révélait un visage taillé dans le marbre, un regard qui ne connaissait ni la pitié ni le doute. Un verre de spiritueux rare à la main, il portait un toast silencieux à sa propre toute-puissance, ignorant que le véritable juge se tenait déjà derrière lui, invisible et implacable. Soudain, la foudre frappa, pas dehors, mais à l'intérieur de sa poitrine, une douleur fulgurante, une lance de glace qui déchira son costume impeccable et anéantit son arrogance. Le verre lui échappa des mains, se brisant sur le marbre froid, dans un éclat dérisoire. Son corps, autrefois un instrument de pouvoir absolu, s'effondra lourdement, devenant une simple chose inerte au milieu de sa fortune incalculable. Alors que son souffle se coupait et que le monde matériel s'estompait, une voix ancienne, un écho traversant les âges, sembla murmurer à travers la tempête. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Pour Cassien, la mort n'était pas une fin, mais un réveil brutal. Son empire ne pouvait rien acheter ici. Ses avocats ne pouvaient rien négocier. Il était seul face à une vérité qu'il avait passé sa vie entière à ignorer. Ceci n'est pas la fin de son histoire, mais le véritable commencement. Restez jusqu'à la fin, car la vérité ne se révélera qu'au dernier souffle. Ce n'était pas seulement un homme qui s'effondrait, mais une époque, une civilisation entière bâtie sur la promesse du toujours plus haut, du toujours plus rapide. La tour de Cassien, comme des milliers d'autres à travers le monde, était un monument érigé à la gloire de l'homme-dieu, une flèche de verre défiant un ciel désormais vide de sens. En bas, dans les rues noyées, la vie continuait sa lutte silencieuse, mais en haut, dans les sphères du pouvoir et de la finance, on avait oublié une vérité fondamentale, une loi aussi immuable que la gravité. Cette course effrénée à l'accumulation, cette distraction perpétuelle par les chiffres, les gains et les possessions, n'était qu'un voile magnifique posé sur le vide. Un murmure ancien porté par les vents de la tempête contre les vitres du penthouse semblait le rappeler avec une ironie glaciale. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Le monde que Cassien et ses semblables avaient façonné était un spectacle grandiose, une illusion de contrôle total. Il déplaçait des montagnes de capitaux d'un simple clic, érigeait des empires sur des algorithmes et mesurait la valeur d'une vie en part de marché. La spiritualité était devenue un produit de consommation, une application de méditation ou un séminaire de développement personnel vendu à prix d'or. La foi authentique, celle qui rappelle à l'homme sa fragilité et sa finalité, était une relique embarrassante, un bruit de fond que le vacarme du progrès avait presque réussi à étouffer. Mais on ne peut négocier avec l'éternité. On ne peut pas racheter ses fautes avec des actions en bourse. L'orage qui frappait la ville. Cette nuit-là n'était pas qu'un phénomène météorologique, c'était le rappel brutal que les lois de la nature et du divin opèrent à une échelle que l'arrogance humaine ne pourra jamais concevoir. Chaque éclair qui zébrait le ciel n'illuminait pas seulement la démesure de la métropole, mais aussi sa décadence invisible. C'était une société au sommet de sa puissance matérielle et au plus profond de sa pauvreté spirituelle. Les gens possédaient tout, mais ne croyaient en rien, sauf en la promesse d'un lendemain encore plus riche. Cette promesse venait de se briser en même temps que le cœur de Cassien. Le silence qui s'installait dans le penthouse, seulement troublé par les grondements lointains du tonnerre, n'était pas celui de la fin, c'était autre chose. Un silence peuplé, vibrant d'une attente terrifiante. Qu'est-ce qui attend un homme qui a tout eu, au moment précis où il ne possède plus rien, pas même son propre souffle? Cassien gisait là, non pas comme un homme, mais comme une statue brisée au pied de son propre autel. Son corps, cet instrument de pouvoir qui avait plié des conseils d'administration et signé des contrats qui redessinèrent des nations, était maintenant une masse inerte, aussi impuissante qu'un enfant. L'homme qui mesurait sa valeur au poids de l'or et à la hauteur de ses gratte-ciel découvrait une nouvelle unité de mesure, le silence assourdissant de sa propre finitude. Son armure, tissée dans l'arrogance et la certitude, venait de se fissurer, révélant un homme terrifié, un homme qui, au fond, n'avait jamais rien possédé. Chaque objet de luxe autour de lui,
Chaque œuvre d'art, chaque baie vitrée donnant sur son royaume semblait se moquer de lui, témoin froid de sa dérisoire vanité. La véritable terreur qui s'emparait de lui n'était pas celle de la mort, mais la prise de conscience que le jeu auquel il avait consacré son existence était peut-être entièrement truqué et qu'il venait d'en perdre la dernière partie. L'histoire de Cassien est un miroir tendu à notre époque, pour comprendre comment un homme peut se perdre si complètement et s'il existe une chance de retour, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car alors que son corps se refroidissait sur le marbre, une autre partie de lui, immatérielle et terrifiée, commençait à s'éveiller. Le tonnerre gronda, non pas au loin, mais juste au-dessus de la tour, comme un coup de semonce divin qui faisait trembler les fondations même de son empire de verre. Cassien porta le verre à ses lèvres, mais il n'atteignit jamais sa bouche. Une douleur fulgurante, inouïe, éclata dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple douleur, c'était une lance de glace, une déchirure brutale qui anéantissait des décennies de certitude en une seule seconde. Le verre, ce trophée de cristal qu'il tenait comme un sceptre, lui échappa des doigts. Son fracas sur le marbre italien fut dérisoire, un point final pathétique à une symphonie de puissance. Son corps, cette machine, infaillible qui avait plié des nations à sa volonté, le trahit. Ses genoux cédèrent et il s'effondra lourdement, non plus comme un roi, mais comme une marionnette dont on aurait brutalement coupé les fils. Le plafond opulent se mit à tourner, les lumières de la ville se transformant en traînées floues et indifférentes. Son dernier souffle s'échappa dans un râle silencieux, le souffle d'un homme qui avait tout conquis, sauf sa propre mortalité. Mais ce n'était que le début du véritable jugement. Le regard de Cassien, désormais immatériel, se figea sur la petite silhouette trempée sous l'auvent. Ce n'était pas la pitié qu'il ressentait, ce sentiment fade et distant qu'il distribuait parfois par chèque à des œuvres de charité pour polir son image. C'était autre chose, une sensation physique, une torsion dans ses entrailles spectrales. Pour la première fois de sa vie, la souffrance n'était pas une statistique sur un rapport, un chiffre dans la colonne des coûts sociaux de ses projets. Elle avait un visage, des cheveux collés par la pluie, des mains fines et bleues de froid. Il voyait en cet enfant non pas un étranger, mais le résultat direct, tangible, de son existence. Chaque contrat signé, chaque terrain acquis, chaque usine délocalisée avait créé une onde de choc. Et cet enfant grelottant était l'endroit où la vague venait s'écraser. Une question terrible commença à se former dans son esprit. Combien de visages comme celui-ci avait-il créé sans jamais les voir? Cette vision de Léo déverrouilla une porte scellée dans sa mémoire. Des fantômes qu'il croyait avoir enterrés sous des montagnes d'argent commencèrent à surgir. Le visage d'un contremaître suppliant pour son emploi, les larmes silencieuses d'une femme expulsée de sa maison, le regard plein de mépris d'un partenaire qui l'avait trahi. Ces souvenirs n'étaient plus de simples images du passé. Ils devenaient des présences accusatrices. Chaque goutte de pluie qui frappait le trottoir semblait murmurer un nom. Chaque coup de tonnerre résonnait comme le verdict d'un procès oublié. Il avait passé sa vie à construire des murs, non seulement pour se protéger du monde, mais pour s'isoler des conséquences de ses actes. Maintenant, tous ces murs s'effondraient en même temps, le laissant nu et exposé sous une pluie de culpabilité. La tempête à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui faisait rage en lui. Était-ce cela, l'enfer? Pas le feu et le soufre, mais la confrontation infinie. Avec chaque mal que l'on a commis, pris d'une impulsion qu'il ne comprenait pas, Cassien se jeta en avant, tentant de protéger l'enfant du vent glacial avec son propre corps éthéré. Mais ses bras traversèrent la silhouette fragile de Léo sans aucun effet. Il hurla, un cri de pure frustration, mais aucun son ne sortit. Il était un roi sans royaume, un dieu sans pouvoir, un fantôme impuissant. Cette impuissance était une torture plus grande que la douleur de sa crise cardiaque. De son vivant, un seul coup de fil aurait pu envoyer des secours, des couvertures, un abri. Maintenant, il possédait l'univers entier en théorie, mais ne pouvait même pas réchauffer la main d'un enfant. Il était prisonnier de la plus cruelle des ironies. Au moment précis où il ressentait enfin le besoin d'aider, il était dépouillé de tous les moyens de le faire. Cette prise de conscience fut plus brutale que la mort elle-même. Comment réparer une vie de tort quand on n'est plus qu'un souffle dans le vent? Il observa Léo. Le garçon ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Il y avait dans sa posture une dignité silencieuse, une résilience qui contrastait violemment avec la panique grandissante de Cassien. L'enfant serrait contre lui un petit objet, peut-être un jouet ou un souvenir, comme si c'était la seule chose de valeur dans ce monde déchaîné.
Cassien, lui, n'avait rien à serrer contre lui. Ses trésors, ses tableaux de maître, ses lingots d'or, tout cela était resté dans le penthouse, aussi froid et inutile que son propre corps. Il réalisa que sa force n'avait jamais été la sienne. C'était la force de son argent, de ses avocats, de son influence. Dépouillé de tout cela, il était plus faible, plus effrayé et plus seul que ce garçon abandonné dans la rue. La véritable richesse, comprit-il dans un éclair de lucidité, n'était pas ce que l'on accumulait, mais ce qu'il nous restait quand on avait tout perdu. Et lui, il n'avait plus rien. Le désespoir de Cassien atteignit un point de rupture. Easterly fit la seule chose qu'il lui restait à faire, une chose qu'il n'avait pas faite depuis son enfance. Il leva son regard spectral vers le ciel noir et déchaîné, non pas avec l'arrogance du titan qui défie les dieux, mais avec l'humilité brisée d'un homme qui a tout perdu. Ce ne fut pas une prière articulée, pas une demande formelle à une divinité oubliée. C'était une supplique muette, un cri de l'âme, une vague d'énergie pure née du regret le plus profond. Il ne demandait rien pour lui-même, ni le pardon, ni le salut. Toute sa volonté, toute sa conscience se concentra sur un seul souhait. Sauvez-le. S'il vous plaît, sauvez ce garçon. C'était le premier acte véritablement désintéressé de toute son existence, une offrande pathétique, faite au milieu du chaos. Mais dans ce déchaînement des éléments, une prière silencieuse a-t-elle la moindre chance d'être entendue? Comme en réponse à sa prière, un bruit sinistre déchira le vacarme de la tempête. Un craquement long et profond, suivi d'un gémissement métallique. Cassien tourna son regard vers un vieil immeuble adjacent dont une partie de la façade, fragilisée par les infiltrations d'eau, commençait à se fissurer dangereusement. Des morceaux de plâtre et de briques se détachèrent, tombant à quelques mètres seulement de l'endroit où Léo était recroquevillé. Le danger n'était plus abstrait, il était imminent, physique, mortel. L'abri précaire du garçon allait devenir son tombeau. Cassien sentit une terreur qu'il n'avait jamais connue, la terreur de voir la seule lueur de bien qu'il venait de découvrir être anéantie sous ses yeux. Il venait de trouver une raison de se repentir, seulement pour qu'elle lui soit arrachée de la manière la plus cruelle qui soit. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce spectacle insoutenable? Il comprit alors. Ce n'était pas une coïncidence. Le mur qui menace de s'effondrer, la montée des eaux, la vulnérabilité de l'enfant, tout cela n'était qu'un tribunal. Un jugement se déroulait. Qu'ici, dans cette rue sombre et noyée, et chaque élément de la nature était à la fois juré et bourreau. Sa vie entière avait été un long procès où il s'était acquitté lui-même, ignorant les témoins et falsifiant les preuves. Mais ce tribunal-là ne pouvait être corrompu. La sentence n'était pas la mort, il l'avait déjà subie. La véritable sentence était de le forcer à regarder, à ressentir, à comprendre l'étendue des dégâts, sans pouvoir jamais intervenir. C'était la justice dans sa forme la plus pure et la plus terrifiante. Mais même ce spectacle d'horreur n'était qu'un prélude. Il le sentait au plus profond de son être. Et alors, un jugement beaucoup plus grand s'approchait. Dites-moi en commentaire, dans cette épreuve, qu'auriez-vous fait? Le mur gémissait, un son long et grave qui se mêlait au hurlement du vent. Des fragments de corniche tombaient, comme des larmes de pierre, s'écrasant à quelques centimètres de l'enfant immobile. Pour Cassien, chaque seconde était une éternité de torture. Mais soudain, le vacarme assourdissant de la tempête s'évanouit, remplacé par un silence feutré. L'odeur de la pluie et du béton mouillé disparut, laissant place au parfum familier de cuir et de vieux bois de son bureau. Il était de retour dans son penthouse. Dehors, le soleil brillait sur une ville calme et affairée. Son corps n'était plus sur le sol, mais assis dans son fauteuil en cuir, un verre intact à la main. C'était un test, une illusion si parfaite qu'elle en était suffocante. Une voix dans sa tête, la sienne, celle de l'homme d'affaires impitoyable, lui murmura que tout ceci n'avait été qu'un mauvais rêve, une alerte sans conséquence. Il n'avait qu'à reprendre sa place et tout oublier. Mais pouvait-il vraiment oublier le visage de cet enfant? Le velours du fauteuil l'appelait, promettant le confort de l'amnésie, le retour à un monde où il était le seul juge. Il pouvait choisir cette réalité, bannir le souvenir de Léo, comme il avait banni tant d'autres vérités dérangeantes. Mais l'image de l'enfant grelottant sous l'auvent était gravée au fer rouge sur sa conscience nouvelle. C'était une encre, une douleur réelle dans ce paradis artificiel. D'un effort de volonté qui lui coûta plus que toutes les négociations de sa vie, il rejeta l'illusion. Il hurla silencieusement le nom du garçon, Léo. À cet instant, le penthouse parfait vola en éclats de verre silencieux. Il ne se retrouva pas dans la rue dévastée, mais dans un autre lieu,
un autre temps. Un bureau plus modeste, 20 ans plus tôt, éclairé par la lumière blafarde d'un matin d'hiver. En face de lui se tenait un homme au regard fatigué et confiant, un homme dont il allait détruire la vie pour bâtir la première pierre de son empire. Julien, son premier associé, son ami. Il était là, plus réel que jamais, lui tendant une tasse de café fumant, le sourire aux lèvres, ignorant tout de la trahison qui se préparait. Ce n'était pas un fantôme vengeur, mais le spectre bien plus terrible de l'innocence bafouée. La scène se rejouait non comme un souvenir, mais comme une épreuve. Sur la table entre eux, le contrat. Le même document par lequel Cassien avait absorbé leur entreprise commune, laissant Julien avec des dettes et un cœur brisé. La vision de Julien lui fit un signe de tête, l'invitant à prendre le stylo. L'épreuve n'était pas de résister à la tentation du pouvoir, mais de faire face aux prix humains de son ascension. Le silence était assourdissant, chaque seconde le forçant à contempler le visage de l'amitié qu'il s'apprêtait à sacrifier sur l'autel de l'ambition. Choisirait-il la loyauté cette fois, quitte à renoncer au fondement même de sa fortune, ou signerait-il à nouveau, confirmant sa propre damnation? Il ne pouvait pas changer le passé. Le test n'était pas une seconde chance, mais une confrontation. Sa main spectrale se superposa à celle de son double du passé, et il sentit le froid du stylo, le poids de la signature qui traçait non seulement son nom, mais aussi sa sentence morale. Il vit la lueur de confiance s'éteindre dans les yeux de Julien, remplacée par une incompréhension glaciale, puis par une douleur muette qui le transperça plus profondément que la crise cardiaque. Chaque lettre de sa signature gravait une nouvelle cicatrice sur son âme. Il ne s'agissait plus de regarder un souvenir, mais de le ressentir, d'absorber toute la souffrance qu'il avait infligée. Le visage de Julien se fana alors, laissant derrière lui un écho glacial qui résonna dans le vide. Valait-il ce prix? Et avant que Cassien ne puisse formuler une réponse, la scène changea une dernière fois, pour une épreuve encore plus intime. Il flottait désormais au-dessus de sa propre tour, non pas comme elle était, mais comme il la rêvait, éternelle. Un monolithe portant son nom pour les siècles à venir. C'était l'épreuve de l'ego, du désir d'immortalité. Mais sous ses yeux, la vision se tordit, la pierre se fissura, le métal rouilla à une vitesse surnaturelle. Son nom gravé sur le fronton fut effacé par un vent corrosif. Il vit ses enfants, transformés en vautours avides, se disputer les restes de son empire en ruine, salissant sa mémoire pour quelques millions de plus. Tout ce pourquoi il avait sacrifié son humanité, son amitié, sa paix, n'était que poussière en devenir, une vanité dérisoire face à l'éternité. Une voix, ni celle de Julien, ni la sienne, mais une voix ancienne comme le temps lui-même, résonna dans le cosmos. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Une pierre gravée que le temps efface ou une âme que tu aurais pu sauver? Le fracas du réel le rattrapa avec la violence d'une déflagration. Le bureau, la tour en ruine, tout disparut. Il était de retour dans la rue, face à Léo. Le mur se fissurait pour de bon, des pans entiers menaçant de s'écraser d'une seconde à l'autre. Les épreuves n'étaient pas une distraction. Elles étaient une purification, un décapage en règle de son âme. Elle l'avait dépouillé de son arrogance, de sa culpabilité refoulée, de son ego. Il ne restait plus rien de l'ancien Cassien. Il n'y avait plus que cet enfant, cette menace imminente et une fraction de seconde pour agir, pour prouver qu'il avait compris. Toutes les illusions étaient tombées. Il n'était plus un roi, un traître ou un bâtisseur. Il était une conscience nue face à un choix absolu. Quelle décision pèsera le plus lourd sur la balance éternelle? Le temps se figea. Le gémissement du mur devint un rugissement assourdissant, une bête de béton et de briques s'éveillant pour dévorer sa proie. Chaque fissure qui s'élargissait était une seconde de moins dans la vie de Léo. Cassien, vidé de toute arrogance, de toute stratégie, ne ressentit plus qu'une chose, une urgence pure, primale, qui transcendait sa condition de spectre. Il ne pouvait pas toucher, il ne pouvait pas parler, mais il lui restait une chose, le poids de son âme, le concentré d'une vie entière de volonté de faire. Dans un ultime sursaut de conscience, il canalisa chaque once de son regret, de sa terreur nouvelle, de son désir naissant de rédemption en un seul point focal. Il hurla, non avec sa gorge, mais avec son esprit, un cri silencieux si puissant qu'il semblait vouloir déchirer le voile entre les mondes. Ce n'était plus une prière, c'était un ordre, une exigence désespérée lancée à l'univers. Non, et l'univers, dans sa terrible et ironique précision, répondit. Un craquement métallique strident, bien plus violent que celui du mur, déchira l'air. Venant d'un échafaudage sur le bâtiment voisin,
Une immense poutre d'acier, fragilisée par la corrosion et la force du vent, se détacha de ses amarres. Elle bascula dans le vide, non pas dans une chute chaotique, mais avec une trajectoire d'une précision effroyable. Pendant une fraction de seconde, elle sembla planer dans les airs, un javelot de fer noirci lancé par une main invisible. La poutre s'écrasa avec la force d'un météore, non pas sur l'enfant, mais juste devant lui, se fichant profondément dans le bitume détrempé. L'impact créa une onde de choc qui fit voler en éclats les vitrines alentour. Le mur, en s'effondrant enfin, déversa ses tonnes de gravats contre cet obstacle providentiel, créant une minuscule poche de survie autour de Léo, qui fut projetée en arrière par le souffle, mais miraculeusement indemne. Un miracle, pensa Cassien, submergé par un soulagement vertigineux. Mais d'où venait cette force? Ce n'était pas la réponse d'un Dieu bienveillant. Il le sentait. C'était autre chose. Alors qu'une poussière âcre emplissait l'air, une forme commença à se matérialiser dans l'ombre projetée par la poutre. Ce n'était pas une silhouette humaine, mais une absence de lumière, un vide qui semblait absorber la tempête elle-même, une entité tissée de désespoir, un être fait de tous les regrets silencieux, de toutes les larmes versées, de toutes les vies brisées que Cassien avait laissées dans son sillage. C'était le contremaître suppliant, la femme expulsée, l'ami trahi, tous fondus en une seule conscience vengeresse et glaciale. Cette chose n'était pas venue le juger. Elle était venue lui montrer la source du miracle. Sa volonté désespérée n'avait pas invoqué la grâce divine. Elle avait appelé à elle sa propre création, l'énergie négative qu'il avait semée toute sa vie. Cette force destructrice était la seule chose qui lui avait répondu, car c'était la seule langue qu'il avait jamais vraiment parlé. Le sauvetage de Léo n'était pas un acte de rédemption, mais la preuve ultime de sa damnation. Le monde autour de lui se déforma. La pluie semblait remonter vers le ciel. Les éclairs se figeaient en toiles d'araignées électriques. L'entité du désespoir le fixait, non avec des yeux, mais avec la certitude écrasante de sa propre culpabilité. Cassien comprit alors la nature de ce purgatoire. Il n'était pas là pour être puni, mais pour comprendre que chaque acte a un poids, une masse spirituelle qui ne disparaît jamais. Il avait passé sa vie à accumuler une fortune matérielle, mais il avait aussi amassé une dette de souffrance d'une ampleur inimaginable. Et cette dette venait de se manifester. Au cœur de ce chaos, alors que la vie et la mort dansaient sur le fil du rasoir, un écho plus ancien que la pierre et le vent sembla murmurer à travers le temps, non pas comme une condamnation, mais comme une loi immuable. Toute âme goûtera à la mort. La sienne venait de goûter à quelque chose de bien pire, la vérité. Léo, couvert de poussière mais vivant, toussa et se dégagea des débris mineurs qui l'avaient atteint. Il jeta un regard terrifié autour de lui et, sans un instant d'hésitation, s'enfuit en boitillant dans la pénombre, disparaissant au coin de la rue. Il était sauvé. La mission que Cassien s'était donnée était accomplie. Mais alors que le soulagement aurait dû l'envahir, une terreur d'une magnitude nouvelle le saisit. Il était maintenant seul face à cette chose née de ses propres péchés, cette incarnation de son héritage. La tempête physique commençait à peine à se calmer, mais la véritable tempête, celle de l'âme, ne faisait que commencer. L'entité ne bougeait pas, elle attendait. Elle était le juge, le jury et le bourreau, et le procès allait enfin pouvoir commencer. Ce qui allait être révélé dépassait l'entendement humain. L'entité ne parla pas, car elle n'avait pas de voix. Elle communiqua par une vague de certitude glaciale qui submergea Cassien, une vérité brute injectée directement dans sa conscience. Devant lui, dans le vide de la rue dévastée, un grand livre immatériel s'ouvrit. Ce n'était pas un registre de chiffres, mais un bilan de souffrance. Chaque page qui se tournait d'elle-même était une vie qui l'avait impactée. Il ne voyait pas des noms mais ressentait des émotions. La peur sourde d'un employé la veille d'un licenciement de masse, le désespoir d'une famille voyant sa maison saisie pour construire un complexe de luxe, l'amertume d'un inventeur dont il avait volé le brevet. Ce n'était plus une accusation, c'était une démonstration. La créature née de ses péchés n'était pas son juge. Elle était le miroir absolu, celui qui ne ment pas, et le reflet était une monstruosité qu'il ne pouvait plus ignorer. La terreur n'était plus celle de la punition, mais celle de la reconnaissance. Ce monstre, c'était lui. Le livre continua de tourner, chaque page accélérant le supplice. Il fut forcé de revivre des centaines de moments, non plus de son point de vue, mais à travers les yeux de ses victimes.
Il sentit le froid glacial de la trahison envahir le cœur de Julien, son premier associé, au moment où il comprit qu'il avait été floué. Il ressentit la faim, la vraie faim dans le ventre des enfants, dont les parents travaillaient pour un salaire de misère dans ces usines à l'autre bout du monde. Il sentit la solitude d'un vieil homme, expulsé de son quartier gentrifié, mourant seul dans un hospice anonyme. Chaque parcelle de douleur qu'il avait semée lui revenait en pleine face, non comme un souvenir, mais comme une expérience vécue, une torture d'empathie forcée. Son âme, atrophiée par des décennies d'égoïsme, était violemment étirée, déchirée par un océan de larmes qu'il avait lui-même fait couler. Comment une seule conscience pouvait-elle supporter le poids de tant de vies brisées? Alors que l'agonie menaçait de le dissoudre complètement, une autre présence se manifesta. Ce n'était pas une forme, mais une lumière pure, ni chaude ni froide, d'une intensité insoutenable qui ne venait ni du ciel ni de la terre. Elle émanait de partout et de nulle part. Face à elle, l'entité sombre de ses regrets sembla reculer, non par peur, mais par respect, comme l'ombre s'efface devant le soleil. Cette lumière ne jugeait pas, elle éclairait. Elle illuminait chaque recoin de l'âme de Cassien, révélant non seulement ses fautes monstrueuses, mais aussi la plus infime particule, de bien qui aurait pu y subsister. Une question se forma, non en mots, mais en une évidence absolue qui emplit l'univers. Maintenant que tu as vu le poids de tes actes, que reste-t-il de toi? Le jugement n'était pas une sentence, mais une pesée. Pour comprendre la suite de ce jugement et ce qui peut faire pencher la balance entre la damnation et la miséricorde, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. La rue, la tempête, la ville entière disparurent, remplacées par un espace infini et silencieux. Au centre de ce néant, une balance cosmique d'une taille inimaginable apparut, ces deux plateaux suspendus dans le vide. L'entité sombre, incarnation de son passé, s'approcha du premier plateau. Sans un geste, elle y déposa le poids de toute sa vie. Les tours de verre, les lingots d'or, les contrats signés dans le sang et les larmes. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque acte de cupidité s'ajouta, faisant pencher le plateau avec une vitesse vertigineuse jusqu'à ce qu'il semble s'enfoncer dans les abysses. Le déséquilibre était total, absolu. De l'autre côté, le second plateau flottait, vide, d'une légèreté presque insultante. La lumière attendait. C'était à Cassien d'y placer quelque chose. Mais que pouvait-il offrir? Sa fortune était une malédiction, ses regrets une simple reconnaissance de sa défaite. Face à l'éternité, il était entièrement, désespérément vide. Le désespoir le submergea, mais un souvenir fulgurant traversa sa conscience. Le visage de Léo, l'urgence, la peur pour cet enfant, le cri silencieux qu'il avait poussé pour le sauver. Ce n'était rien, un souffle dans un ouragan, un acte minuscule face à une vie de destruction. Pourtant, c'était la seule chose qui n'avait pas été motivée par l'ego ou le profit. C'était la seule chose pure qu'il ait jamais produite. Rassemblant la dernière once de sa volonté, il se concentra sur ce seul instant, ce désir désintéressé. Une larme, la première larme sincère de sa vie d'adulte, se forma et tomba de son œil spectral. Elle ne fit aucun bruit en atterrissant sur le plateau vide. Elle était minuscule, dérisoire. Le plateau de ses péchés ne bougea pas d'un millimètre. Mais de l'autre côté, sous le poids infime de cette seule larme de repentir, le plateau vide frémit. Il ne remonta pas, mais il cessa de paraître si léger. Un équilibre était-il encore possible? Regardez bien cette balance. Suspendue dans le silence de l'éternité, la condamnation de Cassien semble si évidente, si juste. Il est facile, depuis notre confort, de juger cet homme dont les péchés sont aussi hauts que ses gratte-ciel. Mais la question que cette scène nous renvoie est bien plus intime, bien plus dérangeante. Et vous, si le jugement tombait ce soir, là, maintenant, que pèseraient vos actes? Sur quel plateau s'accumuleraient vos journées passées à faire défiler des vies parfaites, vos silences face à l'injustice, vos ambitions secrètes? L'histoire de Cassien n'est pas celle d'un monstre lointain. C'est le miroir grossissant de nos propres contradictions, de nos propres arrangements avec notre conscience. Pouvez-vous imaginer vivre cela aujourd'hui, voir chaque pensée, chaque clic, chaque parole peser devant vous? L'empire de Cassien était fait de verre et d'acier, mais les nôtres sont souvent plus subtils, plus insidieux. Nous ne construisons peut-être pas de tours qui défigurent le ciel, mais nous érigeons des forteresses numériques autour de notre ego. La course aux richesses qui a distrait Cassien jusqu'à sa tombe prend aujourd'hui le visage d'une course au like, à la validation éphémère,
à l'accumulation de biens qui ne comblent aucun vide. Chaque heure passée à polir une image qui n'est pas la nôtre, chaque achat compulsif pour calmer une angoisse, chaque conversation évitée pour ne pas affronter une vérité difficile, tout cela a un poids. C'est une dette spirituelle qui s'accumule, invisible, silencieuse, jusqu'au jour où la balance apparaît. Et ce jour-là, il n'y a plus de filtre, plus de faux semblants. Chacun de nous construit son propre penthouse intérieur, une citadelle mentale où nous nous réfugions, loin du bruit du monde et des conséquences de nos choix. De quoi sont faits les murs du vôtre? Sont-ils faits de fierté, d'ambition, de la certitude d'avoir toujours raison? Sont-ils isolés par le mépris pour ceux qui ont moins ou par l'indifférence envers ceux qui souffrent? Combien de léos croisez-vous chaque jour sans même les voir, absorbés par l'écran qui vous sert de fenêtre sur un monde filtré? La véritable tragédie de Cassien n'est pas sa richesse, mais son isolement. Il a bâti si haut qu'il ne pouvait plus entendre les appels d'en bas. Et nous, quelle hauteur avons-nous atteinte dans nos propres vies? La larme de Cassien sur le plateau est une chose minuscule, presque invisible, un acte de compassion unique face à une vie d'égoïsme. Et pourtant, elle a fait frémir l'équilibre. Cela nous laisse avec une question vertigineuse, une question qui devrait hanter nos nuits. Dans nos vies, où les actes de bonté semblent souvent si petits et nos défauts si écrasants, qu'est-ce qui a vraiment du poids? Quelle est la monnaie qui accourt dans ce tribunal silencieux? Si une seule larme de regret sincère peut faire trembler la balance, alors qu'est-ce qui peut la faire pencher? La réponse ne se trouve ni dans la richesse ni dans le pouvoir, mais dans un secret que Cassien est sur le point de découvrir. La lumière incandescente qui baignait la scène ne sembla pas peser l'alarme, mais la reconnaître. Elle ne jugea pas le plateau surchargé de péchés, mais en révéla la nature illusoire. Qu'est-ce qu'un empire de verre face à l'éternité? Qu'est-ce qu'un lingot d'or face à une seule parcelle de regrets sincères? La lumière ne cherchait pas à punir, mais à enseigner une dernière leçon. Elle montra à Cassien que le poids de ses fautes n'était pas une masse objective, mais le fardeau qu'il s'était lui-même imposé en choisissant l'éphémère plutôt que l'éternel. Sa larme, bien que minuscule, était la seule chose réelle dans cet océan de vanité. Ce n'était pas son poids qui comptait, mais sa nature. C'était la première graine d'un autre royaume, un royaume qui ne se construit pas avec des pierres, mais avec le cœur. Et dans ce tribunal silencieux, une seule graine authentique pèse plus lourd qu'une montagne de faux semblants. La balance ne bougeait plus. Elle attendait son choix final. S'accrocher à la montagne qui s'effondrait ou nourrir la graine qui venait de naître. Soudain, le plateau chargé des péchés de Cassien se mit à trembler. L'or, les contrats, les tours de verre, tout commença à perdre sa consistance, devenant transparent, presque irréel. La lumière intense ne les détruisait pas. Elle les exposait pour ce qu'ils avaient toujours été, des accessoires de théâtre, des distractions magnifiques. Un murmure intemporel, un écho de vérité qui avait traversé les siècles, sembla alors résonner dans le vide, non comme une sentence mais comme une évidence. La vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu. Chaque trophée de sa vie matérielle se dissolvait dans cette prise de conscience. Chaque brique de son empire se révélait n'être qu'une illusion. Le plateau s'allégea non parce que ses fautes étaient pardonnées, mais parce qu'elles étaient reconnues comme vaines. De l'autre côté, la larme solitaire brillait d'un éclat pur. Elle ne représentait plus un simple regret, mais le poids d'une âme qui avait enfin choisi le réel. La balance, lentement, inexorablement, se mit à pencher de son côté. Ce basculement fut un fracas silencieux, une déflagration spirituelle qui le projeta hors de ce plan d'existence. Il fut aspiré par un vortex, traversant à rebours les souvenirs, les épreuves, la rue dévastée, jusqu'à ressentir le choc brutal du retour, le froid implacable du marbre contre sa joue, une douleur fulgurante dans sa poitrine, non plus la lance de glace de la mort, mais le martèlement chaotique d'un cœur qui redémarrait. Il ouvrit les yeux. Le plafond opulent de son penthouse le fixait, indifférent. Des bruits sourds et violents provenaient de la porte d'entrée. C'étaient les secours. Il était vivant. Mais l'homme qui se releva péniblement n'était plus le même. Son regard n'avait plus la dureté de l'acier, mais la fragilité du verre brisé. Alors que les agents de sécurité enfoncèrent la porte, ses premières paroles, d'une voix rauque et méconnaissable, ne furent ni pour un médecin ni pour un avocat. Elles furent une supplique, un ordre né de l'éternité. Trouvez-le, trouvez le garçon sous l'auvent. Les années passèrent, non pas comme le temps que l'on possède, mais comme celui que l'on répare. On ne vit plus Cassien dans les salles de conseil,
mais sur les bancs des parcs publics qu'il avait fait construire sur d'anciennes friches industrielles. Sa fortune, autrefois une arme, était devenue un outil. Elle ne servait plus à ériger des monuments à son ego, mais à bâtir des abris, des écoles, des fondations. La tour portait toujours son nom, mais elle n'était plus le symbole d'un pouvoir inaccessible. Elle abritait désormais le siège d'initiative qui redonnait vie au quartier qu'il avait autrefois saigné à blanc. Un après-midi d'automne, un jeune homme au regard droit s'assit à côté de lui. C'était Léo. Il ne dirigeait pas une entreprise, mais un programme d'aide pour les jeunes des rues, financé par la fondation de Cassien. Ils ne parlèrent pas du passé, mais de l'avenir. L'héritage de Cassien n'était plus gravé dans la pierre, mais dans les vies qu'il avait enfin touchées. L'histoire de Cassien s'achève ici, non pas sur la mort d'un homme riche, mais sur la naissance d'un homme véritable. Elle nous rappelle une vérité aussi simple qu'oubliée. La seule richesse qui traverse les mondes est celle que l'on donne. Chaque jour, nous construisons nos propres empires, faits de distractions, d'ambition et de murs invisibles. Nous courons après une validation qui s'efface aussi vite qu'un like, oubliant que la balance finale ne pèsera ni nos followers, ni nos possessions, mais le poids de la compassion dans notre cœur. Le jugement n'est pas une menace lointaine, c'est le miroir que nous tend chaque personne que nous choisissons d'ignorer. L'histoire de Cassien est un avertissement, mais aussi une promesse. Même au dernier souffle, une seule larme de sincérité peut tout changer. Abonnez-vous, partagez cette histoire et poursuivez avec l'épisode suivant, l'homme qui a tenté de tromper la mort.